Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, votre émission marocaine. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Radio de la tolérance et de la proximité, radio internationale, puisque selon notre émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, nous sommes heureux d'évoquer un grand nombre de dossiers à dimension internationale, tant économique que politique que sécuritaire, et nous sommes heureux que l'actualité oblige aussi de dédier cette émission à la visite du président français François Hollande au Maroc. Le temps de rentrer en contact avec nos intervenants de renom, comme ça a été annoncé, on vous laisse avec cette pause musicale. والعلم والأذواق ياك العطي حي والكلمة خير باقي والعلقة والرب السباق. Oui, il est 14h05 sur Radio Pluriel, une émission marocaine Arc-en-ciel, l'actualité oblige. La visite du président François Hollande au Maroc et surtout à la ville de Tanger attire beaucoup d'interrogations, et afin que nous aurons une analyse approfondie de cette visite et de son enjeu, nous sommes en direct avec le professeur Christophe Boutin, un professeur de renom, un professeur de droit public à l'Université de Caen-Normandie, membre de l'Observatoire d'études géopolitiques, et qui a participé bien entendu à des colloques et ouvrages collectifs consacrés à la Constitution marocaine de 2011. Professeur, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir. Cette émission, comme vous le savez, professeur, c'est une émission qui est dédiée chaque dimanche à une analyse de l'actualité, ou surtout de traiter un certain nombre de dossiers qui sont en relation avec la France et le Maroc, et aussi bien sûr l'Afrique, terre d'avenir. Comme tout le monde, vous avez pu constater que le président français François Hollande a entamé une visite d'État au Maroc depuis hier et aujourd'hui. Une visite après une période un peu difficile qui a duré un certain temps, qu'on l'a nommé nous ici dans l'émission Arc-en-ciel la grille passagère, qui a duré presque une année, mais d'après ce qu'on peut constater, que la page est bel et bien tournée. Maintenant, on est dans un cadre de reprise, de relations sur un grand nombre de plans sécuritaires, économiques et bien entendu social, puisque la deuxième population étrangère existe ici en France, ce sont les Marocains. Ma première question, professeur, quel enseignement peut-on tirer de la visite du président François Hollande au Maroc dans le contexte politico-médiatique actuel?
Eh bien, comme vous l'avez très bien résumé, je crois, c'est à la fois une page qui se tourne, la page d'une période un peu triste pendant laquelle il y avait eu incompréhension entre les administrations des deux pays, mais je crois que cette incompréhension entre certaines administrations n'a en rien entamé les liens de coopération d'une part et surtout les liens d'amitié très forts qui unissent la France et le Maroc. Les liens qui sont indispensables pour les deux pays. Vous avez rappelé l'importance de la communauté marocaine en France, et il n'est que de voir dans l'entourage du président Hollande les personnes qu'il a emmenées avec lui au Maroc, où l'on trouve liés directement à la communauté marocaine des gens qui sont à la fois des membres du gouvernement, des gens qui sont des écrivains, qui sont des chanteurs, qui sont des auteurs, qui sont des sportifs, qui montrent bien les liens privilégiés qu'il y a entre nos deux peuples. Et je crois que c'est vraiment le premier enseignement à tirer de cette deuxième visite que fait le président Hollande au Maroc. Exactement. Mais sur une dimension, mis à part cette visite d'amitié, que représente selon vous cette visite aussi sur un plan, j'ose dire, géostratégique et géopolitique? Écoutez, sur un plan plus vaste, géostratégique ou géopolitique, à mon avis, le choix de Tanger, par exemple, pour cette deuxième rencontre, n'est absolument pas dû au hasard. Je crois que Tanger symbolise trois choses essentielles dans les relations actuelles et dans les relations futures entre la France et le Maroc. Tanger, c'est premièrement une zone économique particulièrement importante maintenant dans le cadre marocain. C'est un pôle qui ne contrebalance certainement pas effectivement le pôle très particulier que représente Casablanca, mais c'est une volonté justement de développement dans une nouvelle région, une volonté qui a été portée depuis le début de son règne par Mohamed VI et qui trouve actuellement des réalisations particulièrement importantes. Donc premier élément, l'élément économique. Deuxième élément, Tanger nous fait bien évidemment penser à l'immédiate proximité avec l'Europe. C'est une zone qui, par là même, et à cause aussi de l'existence que l'on peut regretter des enclaves espagnoles sur le territoire marocain, c'est une zone qui donne lieu régulièrement à des problèmes de migrants, des trafics de migrants, et au-delà des trafics humains, qui donnent lieu à d'autres trafics. Et ces trafics sont liés, on le sait, à la sécurité ou l'insécurité régionale, puisqu'il y a régulièrement des liens qui sont tout à fait avérés entre trafiquants d'une part et terroristes d'autre part. Donc la deuxième dimension importante, que me semble révéler Tanger, c'est la dimension sécuritaire. Enfin, la troisième dimension importante que me semble révéler Tanger, et on sait qu'elle est au cœur d'un certain nombre de débats qui vont avoir lieu entre le souverain et le président français, qui devrait même donner lieu, a-t-on dit, à une déclaration commune, c'est la dimension environnementale, c'est la dimension écologique, puisqu'il il va y avoir inauguration d'un institut destiné à former justement à des métiers dans le domaine des énergies renouvelables, Exact. et puisque, on le sait, la France organise cette année en décembre la COP 21, autrement dit, organise la réunion internationale consacrée aux problèmes essentiels du changement climatique, et que c'est le Maroc qui, l'année prochaine, va organiser à Marrakech la COP 22. Donc il y aura nécessairement un passage de flambeau, et il y a nécessairement le besoin de promouvoir, continuer des efforts en commun. Voilà, je crois pourquoi le choix de Tanger, si vous voulez, sur le plan géopolitique, est absolument important. Parfait, parce qu'on sait personnellement comme la ville de Tanger, c'est la porte de l'Europe. On est à 14 km de Gibraltar. Donc, il y a une autre dimension aussi qui est de taille, c'est Tanger Med, le plus grand port africain qui joue un rôle très important en termes Absolument, je le disais tout à l'heure, Tanger, si vous voulez, le développement de la région de Tanger est assez emblématique. Elle est emblématique d'abord parce que c'est une volonté portée par le souverain. Le souverain a décidé de créer quelque chose sur lequel, au début, on s'est étonné de l'ampleur du projet. Je le rappelle, lorsque le souverain a porté l'idée de Tanger Med, on s'est demandé si la perspective n'était pas tout à fait excessive. Or, on arrive actuellement à un port qui, comme vous le dites, vous venez de le dire, va être ou est déjà dans le premier port africain
en termes de transbordement. On est déjà dans un port qu'il faut étendre. On en est à Tanger Med 2 maintenant avec une extension. Donc c'est bien une réussite. Et on a là un projet qui est un grand projet d'avenir qui a été porté et qui est parfaitement intégré. Le deuxième projet d'avenir qui touche Tanger, sur lequel le président français et le roi Mohamed VI sont intervenus hier, c'est le projet de TGV. Le projet de TGV parce qu'il y a à Tanger des implantations de structures destinées à le produire, et aussi parce que ce TGV, vous le savez, a deux grands axes, est prévu avec deux grands axes, un axe atlantique d'une part, qui ira jusqu'à Agadir, et aussi un axe maghrébin qui était prévu initialement, qui pouvait aller qui pourrait peut-être un jour aller jusqu'à Tripoli. Ce qui nous fait, je le dis en passant, mais c'est important, c'est qui nous fait une fois de plus regretter l'échec temporaire, je l'espère, de l'Union du Maghreb arabe. Un échec auquel a conduit la politique de crispation de certains pays qui soufflent sur les braises de conflits qui n'ont absolument pas lieu d'être et qui ainsi font perdre des points de croissance à l'ensemble du Maghreb. Vous ne croyez pas, professeur, puisque vous avez évoqué cette question de l'intégration maghrébine, vous ne croyez pas que les efforts déployés par François Hollande avec des visites d'État dans les trois pays qui constituent l'Union maghrébin, notamment en Tunisie, en Algérie, et aussi maintenant au Maroc, ça fait 2 fois, ce n'est pas une volonté déclarée que la France souhaite réellement qu'il y ait une intégration maghrébine plutôt? Écoutez, soyons clairs, au-delà de la France, tout le monde le souhaite. L'Europe le souhaite, elle aimerait avoir un partenaire avec une union cohérente sur l'ensemble de la façade du Maghreb. Et cette union maghrébine permettrait encore une fois de développer l'économie, permettrait de trouver des points de croissance. Or, je le rappelle actuellement, sur une partie de la zone, les points de croissance en moins, les chômeurs en plus, c'est des éléments forts de déstabilisation de la région. Est-il besoin de prendre l'exemple de la Tunisie ou est-il besoin de prendre l'exemple de la Libye pour le voir? Maintenant, on le sait aussi, pour que disons clairement les choses, parlons franchement, pour que cette union du Maghreb arabe puisse pleinement exister, il faut tourner la page d'un conflit, celui du Sahara marocain, de manière définitive. Parfait, professeur. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure la COP 21 et puis la COP 22. L'environnement, comme vous le savez, c'est un challenge pour un grand nombre de pays dans le monde et aussi d'entreprises. Et on sait pertinemment que le Maroc a opté pour une politique de coopération sud-sud avec un certain nombre de visites d'État faites par le souverain marocain dans un grand nombre de pays africains. Et on voit comme quoi il y a une implication assez importante des sociétés et des institutions marocaines dans ces pays. Vous ne croyez pas que la France, il a tout à gagner de coopérer d'une manière spontanée dans un cadre gagnant-gagnant avec le Royaume du Maroc, dans un cadre de coopération, comme je l'appelle, triangulaire, avec un pied à terre au Maroc et avec une projection africaine, et que l'économie, soit française, soit marocain, bien entendu, soit africain pour la pays de destination, ne peut que être bénéfique pour eux? Écoutez, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a d'abord le problème de l'environnement et ensuite le problème de l'Afrique. Si vous me permettrez, je prendrai les deux éléments l'un après l'autre. Sur le problème de l'environnement, on sait que le Maroc est parmi les pays émergents, l'un des pays qui est le plus en pointe en matière de protection environnementale et notamment en matière de lutte contre les gaz à effet de serre. Il est internationalement reconnu par cela. Il a eu un prix de la CNUSED en 2015 pour sa politique en matière de développement durable. Il a annoncé, son ministre de l'Environnement l'a annoncé, il va progresser encore en la matière. Je rappelle aussi que le Maroc n'a pas attendu les derniers développements. La charte de l'environnement, elle a été voulue par le souverain marocain dans un discours de 2009, elle a commencé à être préparée en 2010. On a actuellement la loi cadre qui date de 2014. Donc on a réellement une politique de fond du Maroc en termes environnementaux. Une politique de fond qui se traduit par divers éléments, qui se traduit notamment par une politique en matière d'énergie renouvelable, très importante, vous le savez, avec l'éolien, avec le solaire, qui se traduit par une politique importante en termes d'assainissement. Tiens, si on prend le cas de Tanger,
dans lesquels qu'on a évoqué tout à l'heure. Lorsqu'il s'est agi de créer Tanger Med, on s'est aussi posé la question de rebâtir en quelque sorte la baie de Tanger elle-même, la baie de la ville et l'ancien port. Et il y a un énorme travail qui a été fait en termes d'assainissement des eaux, en termes d'amélioration du réseau dans toute la baie de Tanger. De la même manière qu'un travail très important, on le sait, vient de se terminer à Casablanca. Donc on a ici un acteur important en termes d'environnement. Justement, juste un point, professeur, puisqu'on parle de l'environnement, vous savez comme quoi le Maroc il est doté d'un ministère dédié à ça, qui est présidé par Madame Hakim El-Hiti, donc une femme qui se bat dans ce sens, hein, qui est très active, surtout pour le changement climatique, mais aussi par rapport à tout ce qui est tri et tout ce qui est déchets, recyclage du déchet. Il y a aussi une autre femme aussi, et ça j'aimerais bien que le souligner, c'est très important parce qu'on parle de femmes aussi, qui est à la tête aussi de l'eau, donc ministère de l'eau, donc qui s'en occupe aussi de ces questions comme vous avez évoquées, histoire de STEP ou histoire de la gestion durable de l'eau. Donc le Maroc a fait le choix de 2 femmes quand même, c'est tout un symbole par rapport à un pays du sud de la Méditerranée qui met 2 femmes dans 2 secteurs clés et qui sont porteurs d'avenir. Je ne vous le fais pas dire, effectivement, et Dieu sait que c'est peu fréquent dans la zone géographique concernée. Exactement, et ça c'est une première, et moi je pense le Maroc, je ne veux pas le considérer comme un bon élève par rapport à d'autres, mais il fait des efforts énormes, il n'attend que le soutien et l'accompagnement pour que il y aura des retombées pour tout le monde. Et c'est là où j'enchaîne avec ma deuxième question qui a été évoquée par rapport à la coopération sud-sud et le rôle du Maroc pour qu'il soit un partenaire idéal et durable pour la France, pour une projection africaine. Oui, écoutez, le souverain marocain a multiplié ces derniers temps des voyages en Afrique avec lesquels le Maroc entretient un lien historique tout à fait particulier qui date des siècles passés, je dirais pas qui date de la nuit des temps, mais enfin effectivement il y a un lien privilégié. Et je ne parle pas ici du lien religieux dont on pourra reparler peut-être tout à l'heure si on traite de la question sécuritaire, mais qui est un autre point là. Je parle uniquement sur le plan économique. Donc le souverain marocain a multiplié les liens avec l'Afrique et le souverain marocain développe, on le sait, le concept de la coopération sud-sud, ce qui est un concept intéressant en soi, puisque effectivement il est parfois assez difficile pour des pays du Nord, réputés riches, de se présenter en donneur de leçons auprès des pays du Sud réputés pauvres, qui n'ont pas forcément les moyens pour mettre en œuvre des politiques comme par exemple les politiques de protection environnementale. Or, le Maroc, lui, sert parfaitement d'interface entre les deux. Le Maroc peut démontrer que, alors qu'il ne dispose pas d'une manne financière, il n'a pas de manne pétrolière, il n'a pas de manne gazière, ça ne l'empêche pas de mettre en œuvre une politique de développement qui soit en même temps respectueuse des règles du développement durable. Et ça, c'est un discours, je crois, qu'il peut tout à fait porter auprès des pays africains. Deuxièmement, le Maroc a naturellement une sorte de débouché, je dirais, logique vers une partie de l'Afrique. Alors, de cela, certains ont pu parfois se plaindre ou s'inquiéter en disant « oui, mais la France aussi a un débouché dans cette zone ». Alors d'abord, je rappellerai que c'est un débouché où tout le monde travaille. Tout le monde travaille à cause d'une facilité qu'il faut rappeler, la langue. En Afrique de l'Ouest, tout le monde parle le français. Voilà. La francophonie joue ici le rôle d'un formidable booster économique. C'est le premier point. Le deuxième point, je ne pense pas très sincèrement qu'il s'agisse de substitution de marché. Je crois qu'il s'agit beaucoup plus de complémentarité sur des marchés dans lesquels tout le monde a intérêt à travailler ensemble. La France et le Maroc ont des moyens différents, ont des solutions différentes, ont des approches différentes qui, je crois, sont réellement très souvent, très largement complémentaires. Donc oui, il y a une politique européenne, en la matière française et marocaine, elle me semble tout à fait possible. Et derrière, effectivement, il ne faut pas oublier que la France, ça veut dire l'Union européenne, et que la France représente en quelque sorte un acteur essentiel de l'action de l'Union européenne sur la zone de l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, cher professeur, donc on enchaîne avec la dernière question, qui est une question de taille. Sans elle, il n'y a rien qui peut arriver. C'est la question sécuritaire. Comme vous le savez, que le Maroc, c'est un allié de premier niveau à la France par rapport à la guerre
contre le terrorisme et que le Maroc est aussi il est en face à contre ce fléau qui va déstabiliser toute la région et certainement l'Europe aussi. Écoutez, la collaboration, elle existe déjà et elle existe déjà amplement. Dans la lutte contre le terrorisme, le Maroc joue ici un rôle particulièrement efficace en termes de partenaires de sécurité, en termes d'information, de transmission d'informations aux services français, mais aussi aux services espagnols par exemple, et d'échange d'informations entre services, c'est le premier point. Le deuxième point, la sécurité de la zone de la bande saharo-sahélienne a conduit à une intervention militaire menée par la France notamment, mais menée, je le rappelle, sous contrôle de l'Organisation des Nations Unies, notamment au Mali, et a conduit la France à refaire son dispositif militaire sur la zone en mettant en place le dispositif Barkhane. Il suffit de regarder une carte géographique pour bien se rendre compte du risque que ferait courir à la région la déstabilisation de la zone de l'actuel Sahara marocain, qui est, je dirais, la frange littorale de la bande saharo-sahélienne. Donc, grâce à la sécurité qu'apporte le Maroc sur le sud de son territoire, c'est déjà un élément sécuritaire absolument essentiel. Donc, on a une collaboration en termes de transmission des informations sur les groupes, et on a, peut-on dire, une sorte de collaboration sur le terrain. Maintenant, vous aviez tout à fait raison, vous l'avez signalé dans la question que vous me posiez, faut-il se limiter à la dimension sécuritaire? Faut-il se limiter à la dimension armée? Faut-il penser autrement la déradicalisation d'un certain nombre de jeunes qui peuvent se laisser entraîner dans la dérive terroriste? Le Maroc a fait un choix effectivement différent que, je crois, il est l'un des seuls à pouvoir faire, en tout cas qu'il est le seul à avoir fait de la manière la plus claire sur la région. Mais il dispose pour cela d'un atout énorme. Le fait que le souverain marocain soit aussi commandeur des croyants, qu'il ait donc à la fois une dimension temporelle et une dimension spirituelle, que la prière soit faite en son nom, qu'il soit le chef, en quelque sorte, un élément essentiel dans le rite malékite, que les confréries qui jouent un rôle très important en Afrique de l'Ouest soient liées à ce rite malékite et soient donc liées par là même au souverain marocain. Tout ça permet au Maroc de jouer un rôle qu'encore une fois, il est le seul à pouvoir jouer en la matière. Je suis plus sensible à l'action menée par le souverain Mohamed VI, qui a créé un institut de formation des imams. Institut de formation des imams qui reçoit des imams justement de zones comme le Mali, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, la Guinée et la France. Des imams qui sont destinés, des Français destinés à venir enseigner en France une vision d'un islam du juste milieu, une vision d'un islam apaisé. Et je crois ça beaucoup plus utile, en tout cas très largement complémentaire, avec toutes les politiques gouvernementales. Je ne pense pas qu'une politique gouvernementale seule puisse suffire sans s'intéresser à ceux qui diffusent la religion, à ceux qui présentent cette religion aux fidèles. Écoutez, cher professeur, donc, comme vous le savez, récemment le Maroc a passé une période électorale de taille, avec la régionalisation avancée et aussi avec les élections municipales. On vit maintenant actuellement donc sur un nouveau mode de fonctionnement régional au Maroc avec la régionalisation élargie, chose qui va se produire en France d'ici le mois de décembre aussi. Trouvez-vous que cette anticipation marocaine en termes de régionalisation avancée et aussi avec ce nouveau découpage électoral municipal anticipe l'avenir? Écoutez, franchement, oui. Moi, j'ai l'impression surtout de voir une suite de réformes qui sont des réformes cohérentes, qui ne sont pas menées sous la pression et qui sont respectueuses des attentes de la population. Lorsqu'on a eu la Constitution, je rappelle que la régionalisation avancée, le projet de régionalisation avancée a été lancé par le souverain marocain avant la révision constitutionnelle de 2011, et c'est que justement en voyant l'ampleur des réformes qui étaient nécessaires pour mettre en place cette régionalisation avancée, c'est à ce moment-là qu'il a choisi de mettre en œuvre la réforme constitutionnelle. Exactement. Derrière cette réforme constitutionnelle, il y a eu des élections, comme il y a eu encore des élections cette année. Tous les observateurs marocains et étrangers qui étaient présents lors de ces élections ont noté la qualité de ces élections au niveau démocratique, ont noté le respect démocratique des électeurs. Il y a
ça et là quelques petits problèmes, mais sincèrement, c'est de manière tout à fait infime. C'est le premier point, donc des réformes qui sont faites dans la clarté, des réformes qui sont faites dans la démocratie, des réformes qui conduisent, là on le voit bien avec les élections communales et les élections régionales, qui conduisent aussi à l'arrivée de nouveaux élus, à l'arrivée d'un nouveau personnel politique, ce qui je crois est une source d'ouverture importante, conduisent aussi à une participation tout à fait correcte, ce qui veut dire que la population accompagne ces réformes, qu'elle a confiance et qu'elle montre par son vote qu'elle a confiance dans ces réformes. Donc, cette continuité dans la réforme, où la trouve-t-on actuellement dans la zone géographique du Maghreb ? Bien entendu, que le Maroc, et je vous assure, cher professeur, que le salon Savinour, qui aura lieu du 11 au 13 février prochain, qui est dédié à la ville dont les deux rives de la Méditerranée, un grand nombre de partenaires marocains et français ont confirmé leur participation parce que ça rentre aussi dans cette valeur de dialogue, cette valeur d'un avenir commun entre le Nord et le Sud et surtout les Français et les Marocains. Et on se réjouit et on nous sommes heureux d'y participer d'une manière directe ou indirecte à travers vos interventions, à travers les interventions d'un grand nombre de personnalités qui sont passées dans notre émission. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Christophe Boutin, par rapport à cette intervention de qualité. Et sachez-le que l'émission Arc-en-Ciel est à votre disposition comme vous le souhaitez. Et je vous souhaite une excellente journée. Eh bien, merci et excellente journée à vous. Merci, professeur. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation. Radio Pluriel. Votre fenêtre sur le monde.